Merci infiniment pour ces interventions riches de profondeur, d'enthousiasme, d'intelligence collective. Et parfois, je me posais la question de savoir qu'est-ce que je viens faire ici, d'apporter de plus par rapport aux paroles que j'ai entendues et qui sont remarquables et qui montrent en réalité la volonté qui est la vôtre. Et quand, Pierrick, tu me posais la question de savoir est-ce que les propositions sont pertinentes, je crois qu'il y a tous les ingrédients ici, si vous êtes en responsabilité, de construire un écosystème démocratique. Parce qu'il ne s'agit pas de peindre la démocratie d'un peu de participation, d'un petit budget participatif. J'ai vu d'ailleurs à France 2 récemment un maire qui se vantait d'un budget participatif de 30 000 € sur 10 millions d'euros. C'est du foutage de gueule, excusez-moi l'expression. Là, il y a une vraie volonté, il y a un état d'esprit, il y a des outils de participation, il y a une autre façon de gouverner, il y a l'éthique de l'action publique, il y a la transparence et la recherche d'égalité. Avec ça, vous allez vraiment réussir, avec un bémol, avec l'humilité dont je veux témoigner par rapport à la question qui était posée. Oui, c'est compliqué de changer de paradigme. Et comment s'en étonner quand les habitants, depuis très longtemps, on leur fait croire que la démocratie, c'est le bulletin, c'est l'alpha et l'oméga de la démocratie. Que le bulletin de vote, une fois tous les 5 ou 6 ans, c'est l'alpha et l'oméga de la démocratie. Comment voulez-vous changer, leur restituer la dignité d'être citoyen et pas seulement électeur une fois tous les 5 ou 6 ans? Et donc ce consumérisme ne sert que les notables. Et je pense qu'il y a profondément une subversion que de penser que chaque personne, dans sa singularité, est riche de penser, de réfléchir, de débattre, de co-construire, de décider. Ça change complètement les choses. Et donc de ce point de vue-là, je viens devant vous avec beaucoup d'humilité parce que je pense qu'on est au début de quelque chose. On a vécu des moments merveilleux. On a vu des gens changer parce qu'au fond, la démocratie construction, c'est mieux décider ensemble, mieux agir ensemble, c'est aussi un enjeu de transformation personnelle et collective. Quand la démocratie, c'est favoriser la transitivité entre le je singulier et le nous collectif, entre la singularité et la communalité par la réciprocité des échanges, il y a des choses qui se passent. On n'est plus pareil. On n'est pas pareil à l'issue d'une séquence démocratique. On est je singulier enrichi par le nous. Ça, c'est le miracle de la démocratie. C'est aussi le miracle de la République, parce qu'au fond, l'articulation qu'on essaie de tenir dans notre commune, c'est articuler la parole libre, la démocratie, la co-construction et la chose publique, l'intérêt général, le bien commun, construire du commun. Et donc, je voudrais ici vous remercier de m'avoir invité pour apporter un témoignage de 30 ans d'engagement avec les collègues élus, avec les collaborateurs. Monsieur a raison, on ne fera pas de changement en profondeur si en même temps on ne met pas les collaborateurs en situation. Et d'ailleurs, c'est beaucoup de reconnaissance pour les collaborateurs lorsqu'ils participent à des séquences démocratiques, avec les citoyens, avec les experts, avec les organisations. Et donc, je suis très heureux d'être là pour témoigner de cela, avec un remerciement particulier, bien sûr, Thierry, à toi, à ton équipe, mais aussi à Fabrice Perrin, qui est co-référent de Place Publique, qui est un mouvement politique, mouvement citoyen que je préside, mais je dis avec beaucoup d'humilité. Je pense que c'est un des partis politiques qui réfléchit d'abord à comment partager le pouvoir plutôt que le conquérir. Donc ça ne fera pas d'ombre pour le moment. À réfléchir comment on transforme les territoires plutôt que les conquérir. Quand je vois ces titres, l'élu veut conquérir le territoire, mais c'est quoi ça? On n'est pas propriétaire des territoires. On est là juste un moment de notre vie pour travailler avec les citoyens à la transformation. Et je suis heureux de voir comment, dans votre projet municipal, il y a la conscience qu'il y a une crise climatique, qu'il y a une crise sociale, qu'il y a une crise démocratique qui est profonde. Et je voudrais vous remercier chacun d'entre vous de consacrer une soirée à la mère de toutes les questions, la question démocratique. Et au fond, on pense à programme, on pense à budget, on pense aux détails, et on ne pense jamais à la question du sens d'abord, pour qui, pourquoi et pourquoi en un mot, et puis à la question du comment. Comme si on peut considérer les citoyens doigts agavés de décisions qui viennent tout le temps, d'ailleurs, d'en haut. Ils ont juste consulté une fois tous les 5 ou 6 ans. Eh bien non, ce n'est pas ça la question démocratique. Et je pense que c'est dans un état d'esprit nouveau qu'il faut s'inscrire et poser au fond humblement la question qui est de l'ordre de l'ingénierie démocratique. Oui, on n'est pas des techniciens de démocratie. Oui, on ne sait pas faire. Et c'est à nouveau un enjeu majeur. Dans un premier bouquin qui s'appelait « Faire renaître la démocratie », j'avais proposé que dans chaque territoire, on ait des ingénieurs de débat public
qui permettent à l'élu de prendre du recul, puisqu'il ne faut pas être à la fois de la commande et dans la décision. De faire en sorte qu'on crée de l'intelligence collective. C'est des métiers nouveaux, je pense que c'est important. Et donc, se poser humblement la question, au début de chaque séquence démocratique, c'est un concept sur lequel je reviendrai, comment associer les citoyens au processus de décision. On met en agenda un projet, premier réflexe, avec les collaborateurs, les élus, les agoracteurs, les citoyens engagés dans ma commune. Comment associer les citoyens au processus de décision? Comment coproduire, en effet, de l'intérêt général? Comment construire du commun face à la multitude des avis? Comment susciter l'intelligence collective? Comment accompagner le pouvoir d'agir des citoyens? Il y a tellement de choses qui se transforment par les citoyens, par les collectifs, par les associations, à condition qu'on fasse ce travail de distanciation par rapport à soi-même. Les politiques ne sont pas l'alpha et l'oméga de la politique. Et vous avez plein de gens qui transforment la ville. Il faut donc beaucoup d'humilité pour le reconnaître, et ça permet d'ailleurs d'avancer ensemble. Je donnerai quelques exemples tout à l'heure, si vous le souhaitez, sur des projets qui ont été réussis, portés par des éco-citoyens, où nous avons eu l'humilité juste d'accompagner financièrement. Mais nous ne sommes pas propriétaires de ça. Et d'ailleurs, à un mois de mon retrait de la vie politique, je crois pouvoir dire avec fierté que je ne me suis jamais senti propriétaire des réalisations que nous avons faites. Tout simplement au service du bien commun, des habitants de notre commune. Et je pense que c'est vraiment une chance. Je dis aux habitants à Kiersheim, vous m'avez donné la chance de travailler sur moi-même et peut-être de grandir un tout petit peu. Et donc, la crise, elle est là, la crise démocratique, c'est la crise de la représentation. Et par rapport à ça, il faut en effet s'inscrire dans l'idée que, non pas nier la représentation, si en ce sens je ne suis pas d'accord avec les Gilets jaunes, mais redonner du sens à la représentation, réenchanter la démocratie de représentation par ce que j'appelle la démocratie construction. Ça suppose un retournement complet, et c'est en ce sens que je parle de retournement démocratique, au moins à deux niveaux. Il faut arrêter de prendre comme horizon l'individu consommateur-électeur. Ça a été l'effet de tous les politiques depuis 30 ans, et on voit où ça nous mène. Je pense qu'il faut avoir le courage de considérer que l'horizon, c'est le citoyen, partie prenante du bien commun, tout le temps. Et la deuxième chose, les résultats, c'est bien, et quand on travaille avec les habitants, les résultats sont bons, mais ce qui est important, aussi important que le résultat, et je vais en témoigner ici, c'est la démarche. Et je vais donner un exemple. Pendant longtemps, premier mandat en tout cas, avant que je réfléchisse à la rénovation démocratique, à démocratiser la démocratie, j'organisais, comme beaucoup d'élus, des réunions de quartier classiques. Aujourd'hui, je le dis, c'est le déni de la démocratie. Les réunions de quartier classiques, c'est le maire, le politburo, les techniciens, les habitants, 150 personnes en randonnion, dans une relation magicien-consommateur, fournisseur-client. Quelle est cette conception de l'agir public que de considérer les gens juste dans leur capacité de parler de crottes de chien, de gendarmes couchés et de problèmes de voisinage? Est-ce que c'est ça l'idée qu'on a d'un espace en co-responsabilité, d'un lieu d'excellence humaine dont parlait Hannah Arendt? Et donc, quand j'ai pris conscience de ça, quand j'ai pris conscience que si on veut travailler un espace en co-responsabilité, comme étant la plateforme de départ pour une ville en fraternité, pour moi, ce n'est pas un gros mot, eh bien, on a changé les choses. Plus de réunions de quartier classiques. Ça s'est traduit par des diagnostics en marchant. On invite les habitants, quartier par quartier, à cheminer avec nous. Le verbe cheminer se traduit pour moi la démocratie. Cheminer ensemble pour voir ce qui ne va pas, pour évaluer ce qu'il faut faire, pour construire ensemble des solutions. Ça rejoint l'idée du pacte civique que j'avais coélaboré avec d'autres, Jean-Baptiste de Foucault et d'autres, qui disaient qu'au fond, il n'y a pas de transformation durable dans la société sans l'engagement des politiques, sans l'engagement des organisations, sans l'engagement des citoyens. Et si on veut créer les conditions d'une société, d'une ville créatrice de sens, de justice, de sobriété, de fraternité, alors il faut être capable de cheminer ensemble, mettre les gens en situation d'acteurs. Moi, j'ai beaucoup été frappé quand j'étais étudiant en éducation physique et sportive par Maria Montessori. La pédagogie, la démocratie active, qui crée la citoyenneté active, n'est pas autre chose que la pédagogie active au niveau de l'éducation. C'est permettre de considérer que chaque personne est d'abord un acteur potentiel. Et donc, pour nous, c'était important que diagnostic en marchant, avec des solutions, et toujours refuser d'apparaître comme le magicien. Je sais bien que c'est électoralement payant, mais au fond, c'est jamais payant, au long terme. Considérer qu'on est des magiciens, qu'on a réponse à tout, qu'on favorise la paresse démocratique, c'est absolument irresponsable. Donc, on a fait diagnostic en marchant, et puis l'an dernier, avec d'autres formes, hein, c'est une des formes de diversification,
de l'engagement démocratique, on a fait rencontre en quartier, sur 10 rencontres en quartier. Et là, je vais faire un mot d'accueil de 3 minutes, pas plus. Il faut que les élus apprennent à se taire. On a donné le sens. On a dit, vous avez 2 séquences de 3 quarts d'heure. C'était 6 mois avant les Gilets jaunes. Par table de discussion, avec un élu qui se tait mais qui prend des notes et qui informe quand c'est nécessaire, un collaborateur qui a été formé pour l'animation de débats publics et un habitant qui est pris pour restitution en séance plénière. Et on avait dit 2 temps de participation, de 3 quarts d'heure. 1, dites ce qui ne va pas dans votre rue, dans votre quartier, dans votre ville. Mais de grâce, dites aussi ce qui ne va pas dans votre ville. Parce que tout le travail démocratique pour nous, c'est de donner de l'universalité au processus de décision. Tant que vous êtes dans votre quartier et seulement dans votre trottoir, je ne dis pas qu'il ne faut pas y répondre, mais on n'est pas citoyen de son trottoir ou de sa rue, on est citoyen, c'est citoyen de la ville, partie prenante. Et donc la responsabilité du politique, c'est toujours entraîner, embarquer dans ce cheminement qui nous amène à une universalité. Mendès France disait que dès qu'un homme trouve un sens universel à son action, fût-elle humble ou modeste, il découvre en lui un citoyen, dans ces dimensions d'universalité. Et donc, voilà, c'est diagnostiquement réunion en quartier, rencontre en quartier, premier temps, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, par post-it, vous mettez tout cela ensemble, 500 post-it sur les doléances. Et derrière, on a essayé de trouver des propositions avec les habitants. Là encore, je ne suis pas magicien, comment faire avec? Première préoccupation fondamentale, 35%, l'insécurité routière. Mise en place d'une séquence démocratique, circulation pacifiée avec les habitants, généralisation de la zone 30 pour des raisons écologiques et des raisons de sécurité. Là, c'est le pouvoir politique, la volonté politique de le faire, et voir ensemble dans les quartiers comment, par stationnement alterné, on peut favoriser tout cela. Donc, toujours mettre les habitants dans le coup. Deuxième temps de discussion, là, les gens étaient un peu abasourdis. Ils ont eu le maire, il est un peu... Il dit maintenant, vous me dites en quoi vous êtes acteur, bénéficiaire et observateur de bienveillance. Et au début, et là, j'ai vu combien les gens, on leur a tellement inculqué l'idée que la bienveillance vient d'en dehors d'eux et de la mairie, qu'ils ont commencé à dire tout le bien qu'ils pensaient du maire et de l'équipe municipale. C'était évidemment pas le sujet. Et au fur et à mesure de la discussion, on a vu les choses avancer. J'ai dit, mais bien sûr, je m'occupe de ma voisine, de la personne âgée, c'est de la bienveillance. Je suis dans l'association, ben je m'occupe de la bienveillance. Et à la fin, on a dit quoi? On a dit, la ville, c'est pas le maire, c'est pas les équipements sportifs, c'est pas les équipements culturels que ça, c'est quoi la ville? Quelle est la richesse de la ville? C'est la communauté humaine que nous formons. Et la bienveillance. Parce que moi, les voisins vigilants, c'est pas mon truc. Les voisins bienveillants, oui. Et donc la bienveillance, mettre la bienveillance au cœur d'un projet politique, y compris au sein de l'entreprise mairie, nous avons nommé un manager du bonheur pour faire de la méditation en pleine conscience. Premier client, entre guillemets, la police municipale. Magnifique. La bienveillance entre nous, respect de tous, de la catégorie C, primat du politique aussi par rapport aux fonctionnaires qui ont tendance à prendre le pouvoir. Mais avec les conseils participatifs, ça ne marche pas comme ça. J'en ai l'explication tout à l'heure. Donc voilà, toujours comme horizon le citoyen. C'est exigeant, hein, franchement, c'est exigeant. Et moi, je suis assez fatigué, je dois le dire. Et il est temps d'ailleurs, il y a un temps pour tout, quoi. 5 mandats, en plus, je suis en contradiction, c'est un peu long. Du coup, comment passer? Thierry en a parlé de ce que j'appelle une démocratie providentielle, jupitérienne. Il n'y a pas que le président de la République, il y a aussi des élus locaux jupitériens, hein, descendants, anesthésiants, infantilisants, franchement, vers ce que j'appelle une démocratie-construction. Je voudrais dire 3 choses, il ne faut pas être trop long. Et ça fait partie de l'impensé démocratique. Et on ne peut pas nier cette question du sens de l'engagement. La première question qui se pose lorsqu'on veut partager le pouvoir, quel est mon rapport au pouvoir? Est-ce que je suis capable d'humilité dans mon rapport au pouvoir? Et j'ai eu la chance, en fait, de faire des voyages, pas très lointains, mais des allers-retours entre la pensée et l'action. Il n'est pas interdit pour les élus de penser. Et des voyages, allers-retours entre le silence et l'engagement. Il n'est pas interdit pour les élus et pour tous les représentants de s'interroger sur leur motivation. C'est un travail sans doute de nature spirituelle, je le dis. C'est, au fond, le combat entre l'ego et le service. Et j'aime bien qu'il y ait des décisions qui se prennent sans candidat et par élection sans candidature. Ça permet de réguler les choses par rapport à ça, par rapport aux mecs super égotiques, de passer de l'égo-compétition à l'alter-coopération. Est-ce que je suis dans l'ego ou est-ce que je suis dans le service? Pour prendre Simone Veil, la philosophe que j'adore, est-ce qu'on est dans la pesanteur, la reconnaissance ou dans la grâce? Juste d'avoir été au service. Est-ce que je suis, et c'est la liberté absolue pour caricaturer, les traces de Trump le fou, ou est-ce que je suis plutôt dans les traces de Mandela, de Václav Havel, de Martin Luther King? Donc c'est une question qui est jamais posée dans l'espace public.
Mais c'est une question qui renvoie au personnel, au rapport au pouvoir, qui est importante. C'est la première chose. Je le dis parce que j'ai vécu ce cheminement personnel. J'avais les dents qui raclaient le plancher au premier mandat et j'ai progressivement changé à partir d'événements qui me sont arrivés et qui m'ont fait rencontrer ma propre fragilité et donc mon humanité et donc un rapport humble au pouvoir. Et ça se travaille. Deuxième chose, j'ai perdu toute certitude, je suis très fier. Dans les années 70, j'étais étudiant, j'avais en fait que des certitudes. Et là, je m'en suis débarrassé. Mais j'ai gardé les convictions, et c'est important de garder des convictions. Et toujours en relation avec la démocratie. Comment relier démocratie et exigence? On est exigeant avec nos enfants pour bien travailler à l'école, avec les sportifs, avec l'équipe de France, les ouvriers, les cadres, on est exigeant avec tout le monde, et on ne sera pas exigeant avec ceux qui sont en charge de mieux décider ensemble, de construire, de faire société, de construire des vivre ensemble. Et donc, cette dimension-là, cette conviction de relier démocratie exigeante est importante. Tant que la démocratie est à un stade infantile, il ne faut pas s'étonner que les gens considèrent la politique comme une cour de récréation. Il faut donc substituer à un alphabet politicien une grammaire démocratique exigeante. Deuxième chose, il faut relier, conjuguer démocratie et transformation. On n'est pas là pour se faire réélire et pour faire plaisir. On est là pour transformer les choses avec les gens. Et pour moi, le modèle conceptuel, c'est ni la révolution, elle peut arriver, ni la réforme. Parce que moi, quand on me parle de réforme depuis 30 ans, c'est régression. Pour moi, c'est le concept d'Edgar Morin, c'est la métamorphose. C'est la révolution sans la violence. Et le modèle conceptuel, ce n'est pas le consensus mou qui se décide dans l'entre-soi de quelques notables, comme ça se fait trop souvent, mais le fruit de compromis dynamiques qui sont le fruit de l'intelligence collective, de compromis dynamiques qui changent vraiment les choses. Et dernière conviction, je vais en parler, peut-être tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est aussi mon cheminement personnel. J'ai la conviction qu'il faut fertiliser la question démocratique et la question spirituelle au sens large du terme, y compris laïque. Je pense que toutes les idéologies ont échoué d'avoir oublié la question du sens, la question de l'intériorité, du grandissement personnel. Et je pense que face au matérialisme dominant, face à la marchandisation des consciences, la première évolution est intérieure et que la première résistance est sans doute spirituelle. Je le dis parce que, à la trace de Václav Havel, de Martin Luther King, des gens qui ont marqué et qui ont été habités par cela. Voilà. Et puis, il y a 3 ambitions. Si vous permettez que je boive un coup. Cette démocratie construction, vous l'avez compris, et ça a été dit par Pierrick et les dames remarquablement, elle doit être interactive, tout au long du mandat, entre représentants et représentés. Cette démocratie doit être lente. J'en ai marre de la dictature de l'immédiat, des décisions qui se prennent à la va-vite, où il n'y a pas de sens, pas d'information, pas le temps du débat, pas le temps de la co-construction. Il faut qu'elle soit lente. Pourquoi? Parce qu'on prend en compte dans l'espace public 3 choses qui lui sont complètement propres. La question de la complexité. Moi, en tant que maire, depuis 30 ans, je n'ai jamais vu un sujet qui ne soit pas complexe. Tous ceux qui vous disent c'est simple, c'est des menteurs, c'est des instrumentalisateurs de ce que vous savez, et donc de peur. Et donc, tout est complexe. Deuxième élément important, une démocratie, elle est pour l'autre. C'est l'altérité, ce n'est pas pour ma pomme. Y compris pour l'autre lointain, qui n'est pas encore né, et qui pour moi est déjà mon frère. D'où l'importance qu'on a mis en inscrivant la grammaire démocratique dans le plan climat-énergie territoriale que j'ai animé depuis 2007 quand j'étais président de l'AGLO. Et parce qu'il n'y a pas de transition écologique sans transition démocratique. C'est faire avec aussi les habitants. Et donc, dernier élément, faire en sorte que toute séquence démocratique favorise le passage du je au nous, du cas particulier à l'intérêt général, de la vision à court terme à la vision à long terme. Et quand vous dites ça, ça change complètement, ça a été dit, le rôle du politique. Il n'est plus là pour faire pour, de manière condescendante, comme si c'était son budget. Il est là pour faire avec, en permanence. Il n'est pas là dans tout ou rien qui fonctionne nulle part, mais dans le plus ou moins dynamique. Il n'est pas là dans le face-à-face stérile, infantilisant, il est dans le plein pied, côte à côte, coproductif, comme dans les concepts perceptifs, sur lesquels je reviens dans quelques instants. Donc, ambition interactive, démocratie lente, démocratie édifiante. C'est ça qui inspirait un écosystème démocratique que je vais résumer en 5 piliers. J'espère que je ne suis pas trop long, ça va encore? 5 piliers. 1, ça répond à la question, il faut créer du désir de participation. C'est faux de dire qu'il est là, pour des raisons qu'on comprend. On a désir de donner un avis, mais ce n'est pas le désir de participation, notamment sur ce qui constitue la pierre angulaire de tout processus de décision, la co-construction.
c'est-à-dire le temps d'aller au fond du sujet. Et donc, on a organisé, en gros, depuis 1998, où j'ai pris conscience des choses, 5 Olympiades de la démocratie, c'est mettre la question démocratique à l'ordre du jour, en faire une fête, en faire un lieu de réflexion. En 1998, c'est la première fois, j'ai fait le tour de la ville à pied, de mai à septembre, en demandant aux gens ce qui n'allait pas, mais en distribuant en même temps questionnaires. Parlons ensemble de notre ville. Par cette proximité aux habitants, j'ai créé ce souci de la proximité au bien commun. 43% des gens ont répondu à l'avenir de la ville. Autre élément, 2004, on a lancé les états généraux permanents de la démocratie, pour dire que la démocratie n'est pas, au sens du verbe être, qu'elle est naissance. Et doit permettre, en effet, à tout habitant qui le souhaite, d'être copropriétaire de l'intérêt général et donc coproducteur de la décision. C'est au cœur, vous avez compris, c'est au cœur du processus de l'écosystème démocratique dans notre commune. Et donc, on a créé des désirs, on a 3 autres encore, des Olympiades, mais je vais plus vite. Deuxième élément, deuxième pilier, ça a été dit par vous, un lieu dédié aux pratiques démocratiques. J'ai trouvé à un moment donné comme incroyable qu'on ait des lieux d'activité humaine, pour toutes les activités humaines, des écoles bien sûr, des usines bien sûr, des centres culturels, et qu'on n'a pas de lieu pour pratiquer la démocratie vivante. Sinon, la salle du conseil municipal, où les gens se sentent mal à l'aise avec quelques petites chaises, sinon de squatter quelques salles polyvalentes, comme si la démocratie était une annexe de l'agir public, alors qu'elle est au cœur de l'agir public. Et donc, on a créé un lieu dédié aux pratiques démocratiques. Et même quand les gens ne participent pas au processus, ils me disent « Moi, oui, monsieur le maire, il y a ma maison. C'est la maison de la citoyenneté. C'est autant la maison des citoyens que des élus, autant la maison des organisations que des experts, autant la maison de la concertation que de la décision. C'est aussi le lieu du conseil municipal. Et c'est le lieu de toutes les fonctions démocratiques, les 3 importantes, essentielles, le débat, la décision et entre deux, la co-construction, qui est totalement oubliée dans notre pays. Totalement oubliée. Et vous avez raison d'insister sur la co-construction. C'est le lieu de toutes les ressources humaines, de sens, d'intelligence, d'expertise et d'engagement. Quand je dis ça, c'est ouvert à tous les habitants, à tous les experts, à toutes les organisations. Et puis, j'ai voulu donner à ce lieu un symbole. Je parle à l'architecte. Parce qu'un lieu, ce n'est pas seulement des briques, c'est aussi un symbole. À travers 3 espaces emblématiques qui représentent 3 cultures démocratiques qui sont en nous, qui sont entre nous, qui s'ignorent et qui souvent s'affrontent dans notre pays. L'idéal démocratique, pour moi, c'est de pouvoir fertiliser ces 3 cultures. La première est représentée par un grand préfet de la République, assassiné par les nazis, Jean Moulin. C'est le parvis Jean Moulin. Quand vous arrivez à la maison de citoyenneté, vous empruntez le parvis Jean Moulin, qui représente la culture de la résistance et par extension de l'indignation, de la colère, du contre-pouvoir. C'est tellement important, y compris pour un élu, de rester indigné face au non-sens et face aux injustices. Puis vous arrivez dans l'espace Jean Jaurès, qui représente la culture de l'utopie, par extension du rêve, de ce qui est à coproduire, de ce qui est à advenir, de la vision. Il n'est pas interdit pour les élus d'avoir une vision. Et vous arrivez dans l'Agora Pierre Mendès France, qui est construite pour que ce soit agréable, que ce soit fonctionnel, en cercle. Pierre Mendès France, c'est l'éthique du parler vrai, du principe de réalité. Eh bien, l'idéal démocratique dans toute séquence, c'est comment on fertilise sans jamais renier à l'une des cultures, comment on fertilise les 3 cultures. Il y a toujours une part d'indignation, il y a toujours de colère, il y a une part de rêve, mais il y a une part d'engagement, de parler vrai. Et chaque fois, on essaie de mettre, sans être des techniciens, ces 3 cultures, non pas en porte-à-faux, mais en capacité de fertilisation réciproque. Le 3e pilier, c'est un principe, et c'est le principe fondateur de notre commune, de l'écosystème. À chaque fois que nous mettons en agenda un projet inscrit dans notre contrat municipal, je dis ce que je fais ce que je dis, ou à chaque fois qu'une pétition vient à la mairie, alors nous ouvrons une séquence démocratique. Cette séquence a un début et une fin. L'obligation de cette séquence, c'est d'être décisive pour la décision. Je préfère qu'il n'y ait pas de séquence démocratique, plutôt ces semblants de consultation où les élus décident du contraire de ce qui était prévu et maturé par les habitants et par les experts. Donc, c'est important de dire qu'on milite pour ce continuum démocratique entre la phase décisive de réflexion, de débat, de co-construction qu'on confie au conseil participatif, on verra ça tout à l'heure, et la phase décisionnelle qui appartient aux élus. En d'autres termes, je suis ni dans la démocratie de participation où on participe sans voter, ni dans la démocratie directe où on vote sans participer. On est dans un continuum démocratique. Et c'est important. Et qui valide ces séquences démocratiques? C'est une instance qu'on a créée, qui s'appelle le Conseil communal de la démocratie, qui toutes les 6 semaines se réunit pour mettre en agenda, évaluer, suivre les dispositifs, les séquences. Qui prépare les séquences démocratiques? Un porteur politique, un porteur technique et 3 agoracteurs, 3 habitants.
Déjà, dans la préparation, l'hybridation des ressources. Partout, de plein pied, tout le temps. C'est important. Et ça permet aussi aux collaborateurs, lorsqu'ils sont un peu au-dessus, d'être plus modestes par rapport à l'expertise des citoyens qui ont une expertise d'usagers, de la vie, etc. Donc c'est important. Et je demande à ce que ces séquences adoptent une grammaire démocratique intégrale. Pour moi, il y a 5 niveaux. Lorsque c'est un projet municipal, donner du sens. Qu'est-ce que vous avez fait pour donner du sens? Des mots simples, accessibles pour tous. Quand c'est une pétition, se mettre à l'écoute, pas écouter, se mettre à l'écoute. Ensuite, susciter le débat. Ensuite, donner au conseil participatif, sur lequel je viens dans quelques instants, les moyens de co-construire les propositions. Et enfin, dernier élément, ce n'est pas seulement la décision, c'est l'engagement. Je trouve que l'engagement d'une personne sur un scénario négawatt est aussi important qu'une décision d'une intercommunalité sur le climat. C'est chacun prend sa part, chacun est un peu le colibri. Et donc, comment se passe une séquence? Le parcours, information, réunion du débat, réunion publique, permettant le débat, et cette réunion est importante, elle est instituante. Je crois à une république, à une démocratie instituée, mais que lorsqu'elle est qu'instituée, elle meurt. Il faut donc chaque fois instituer une séquence démocratique. Et cette réunion publique, elle est intéressante, elle est importante, elle donne le sens, où on se met à l'écoute, elle propose, elle dit les premières peurs, la société a peur, il faut que les gens puissent le dire, pose les questions et les premières propositions. Et à l'issue de cette séance publique, nous confions à une instance hybride, ce qu'on appellera les conseils participatifs nés à Kingersheim, d'approfondir le sujet le temps qu'il faut de plein pied, dans une composition qui réunit toutes les ressources de sens à travers 4 collèges. Le collège des habitants, volontaires ou tirés au sort, parce que vous avez raison de dire, souvent c'est les TLM, toujours les mêmes, donc on tire au sort de manière complémentaire. Ceux qui sont concernés par le NIMBY, Not in my backyard, comptent pour 20% de la composition des habitants. Il faut qu'ils puissent se le dire, mais il ne faut pas être majoritaire, sinon on ne fera jamais rien. Un collège d'élus majoritaires et minoritaires, respect absolu de l'opposition. Un collège des collaborateurs internes et des experts externes, donc les experts, et un collège d'organisation, si c'est un sportif, une association, ou un syndicat, ou une entreprise. Vous avez là la France qui se parle, en miniature, dans les conseils participatifs. Une France qui résonne en silos, en empilement, en posture, en affrontement. Voilà qu'on demande à ce qu'ils fertilisent les points de vue différents. Ça prend du temps. On met sur la table les désaccords, on construit les accords. Ça met du temps, ça gueule, c'est pas d'accord. Mais par consentement, on avance à trouver des compromis dynamiques. Comment se passe la conclusion du conseil participatif et de la séquence décisive? Je les accueille au conseil municipal, je suspends la séance, je demande aux adjoints de se retirer et je demande aux représentants des 4 collèges de faire les préconisations sur la base duquel les élus décident, comme on cueille un fruit mûr. Il y a donc un continuum démocratique entre la phase décisive et la phase décisionnelle. Voilà pour le conseil participatif, quelques éléments importants, des conditions de réussite, ça a été dit au moins sur 2 d'entre eux. La base démocratique la plus large possible, personne ne peut être oublié au festin démocratique. Donc l'équipe projet a cette responsabilité de n'oublier personne. Je ne me fâche pas plus que je sens que personne n'a été oublié. Qu'une personne a été oubliée. Deuxième élément, la représentativité. Plus la composition est plurielle, plus la construction de compromis dynamiques est possible. Troisièmement, toute séquence commence par la formation et le retour à l'éducation populaire, pour avoir le même sens des mots et le même niveau de compréhension, sinon on ne peut pas avancer. Quatrième condition de réussite, le périmètre démocratique. Si vous ne le fixez pas, quitte à le mettre en débat avec le conseil participatif, vous allez créer que des frustrés et que de la frustration. Il faut donc que le périmètre démocratique soit clair. Par exemple, lorsqu'on accueille pour l'aménagement du temps de l'enfant, parents, enseignants, associations, chronobiologistes. J'ai dit tout est ouvert, mais il y a deux choses non négociables pour moi. Premièrement, je suis un élu de la République, j'applique la loi. Ceux qui ne sont pas d'accord n'ont pas leur place. Deuxièmement, c'est une réforme pour l'enfant et pas d'abord pour les parents, pour les enseignants et pour les lobbies touristiques. Quand j'ai dit ça, 1 minute de silence à la maison de citoyenneté. Mais j'ai élevé le débat public. Si le rôle de l'élu, s'il y a un rôle premier pour un élu, c'est pas d'abord d'être de gauche, de droite, moi je suis de gauche, c'est très bien, mais c'est d'abord d'élever le débat public et de tirer vers l'avant et de tirer vers le haut. Avant même d'être politique, il faut être dans la métapolitique, et donc dans les valeurs, de ne pas transiger là-dessus. Il y a suffisamment de gens qui nous amènent en dessous du niveau de la ceinture. Donc on a cette responsabilité, quitte à perdre, de parler vrai et d'avancer, de tirer vers l'avant. Et c'est possible, c'est toute la question de l'intérêt général, mais ce n'est pas un intérêt général discours de l'élu en disant je parle au nom de l'intérêt général, c'est de mettre tous en situation de coproduire de l'intérêt général. C'est ça la démarche, la démocratie de construction. Je termine mes propos pour dernière condition de conseil participatif, on l'a dit,
Oui, peut-être j'en ai oublié un, mais je termine mes propos. Pour vous dire, vous avez compris que le pari qui était le nôtre de la démocratie de construction, c'est pas d'opposer les choses. On n'oppose pas démocratie de représentation et démocratie de construction. Les deux choses sont liées. On enrichit la première par la deuxième. Deuxième élément, je n'oppose pas, et ça pour moi c'est important avec une expérience qui est la mienne, citoyens, élus, experts, organisations. Parce que vous avez 4 risques. Le tout élu, c'est l'oligarchie. Le tout citoyen, c'est le populisme. Le tout expert, c'est la technocratie. Et toute organisation, c'est le corporatisme. Précisément parce qu'on ne veut pas ça, on met les gens autour de la table. Pour s'entendre, se parler, conseil citoyen sur le climat, j'aurais vu des élus parlementaires, communaux, parler avec les citoyens, avec des experts, avec des organisations. Il faut que la France se parle là où on est, localement, à condition de ne pas être du bocal. Le local est la chance de la rénovation démocratique. Et donc, pas opposé. Je n'oppose pas non plus leadership et participation, à condition que ce soit un leadership de service et pas dominant. Pas le pouvoir sur, mais le pouvoir avec. Et puis, je n'oppose pas horizontalité et verticalité. Ce vieux débat, en France, on va toujours d'un extrême à l'autre, de la verticalité à l'absolue horizontalité. L'horizontalité absolue, c'est la banalisation de tout. Il n'y a pas d'opposition entre... Il y a une complémentarité entre l'horizontalité d'une délibération et la verticalité d'une décision. Les deux sont liés. Et puis surtout, ça va changer profondément le rôle des élus. Moi, je crois beaucoup que les fantassins de République, qui sont les élus locaux, auront un rôle très important, à condition, comme vous changiez de regard sur le rôle de l'élu. Il est bien sûr décideur, mais il sera avant tout dans l'animation du processus de décision. Il sera toujours fournisseur d'équipements publics et de services publics. C'est notre rôle. Mais en même temps, il sera capable de susciter le pouvoir d'agir des citoyens. On n'est pas seul, il y a plein de choses qui peuvent se faire avec les citoyens. Budget participatif et budget participé. Et puis, ça change aussi le rapport à l'élection. L'élection, dès lors qu'on est dans une démocratie construction, qui est une démocratie habitée, une démocratie désirée, une démocratie continue, une démocratie intégrale, alors l'élection ne devient juste le passeport d'une démocratie vivante et rénovée. Dernière chose, ce monde, c'est pas seulement en France, vivre des moments dramatiques. Moi, j'ai parfois peur de ce qui se passe, je ne vous le cache pas. Quand un Trump est élu par 42% des Américains, moi, ça me pose problème. Quand l'AfD se développe en Allemagne, moi, ça me pose problème. En France, on doit commencer à retravailler la légitimité de la décision publique. Et la décision publique ne vient plus de qui la prend, mais comment elle est prise. Et il faut donc travailler sur des légitimités autres qu'électorales. La première légitimité, c'est la légitimité de la promesse tenue. Nous disons ce que nous faisons ce que nous disons. Qu'as-tu fait de ma voix, disent les habitants. Deuxième légitimité par le résultat, c'est-à-dire l'usage rigoureux des deniers publics. Nous avons perdu une part d'électorat à gauche parce que nous n'avons jamais pu tenir le discours de la rigueur de l'usage des deniers publics. 1 euro utile doit être dépensé est 1 euro utile. La troisième chose, et là je dis avec beaucoup d'émotion, j'ai mis du temps à le comprendre, mais je pense qu'il faut mettre de la simplicité, de la modestie, de l'humilité dans l'agir public. Je donne 2 exemples. Longtemps, j'étais conseiller général, j'ai cumulé, je me battais pour être sur la photo dans les coupées de ruban. Inauguration. Et lorsqu'on a mis en place le pacte civique en 2011, je ne peux pas, avec une démocratie de participation de plein pied, continuer à faire des coupées de ruban, des inaugurations. Et donc, on ne fait plus de coupées de ruban, plus d'inauguration. On fait des temps d'appropriation par les habitants qui deviennent copropriétaires des services publics et des équipements publics. Lorsqu'on a ouvert le parc des Gravières de 8 hectares au cœur de la ville, on l'a fait le premier jour des vacances. Tous les gamins sont venus prendre possession. Nous, on était avec eux, avec les parents, on a discuté. Je me souviens toujours cette parole d'une femme qui me disait « Vous savez, monsieur le maire, je n'ai pas assez vu la chose. Moi, je n'ai pas les moyens d'aller en vacances. Mais ma fille aura le parc des Gravières. » Quand vous entendez ça, pas besoin de discours, pas besoin de paroles. Juste recevoir ça comme quelque chose, comme un encouragement. Et puis, on voit bien que les gens ne demandent pas la lune, quoi. Ils ne demandent pas la lune. Ils demandent la transparence. Ils demandent qu'il n'y ait pas d'opacité. Ils demandent qu'il n'y ait pas de clientélisme. Ils demandent qu'il y ait l'égalité des chances. Eh bien, pour remplacer le personnel communal qui part en vacances, on procède au tirage au sort par rapport aux candidats à la Maison de la Citoyenneté. Après, ils sont vus par un jury pour voir s'ils sont motivés. 2 choses, égalité de chances, puis jury. Mais cette image donne plus à l'action publique que tous les équipements sportifs culturels que j'ai pu faire. Les gens se disent, mais tiens, c'est autre chose.
Et parce que les gens en ont marre que les élus fassent des grands discours sur l'égalité le 8 mai, le 11 novembre, et que dans la réalité, c'est des inégalités, des inégalités, des inégalités encore. Il n'y a pourtant pas beaucoup à faire que d'être transparent, de dire chaque enfant de ma République, de ma commune, a les mêmes chances. C'est ce qu'on a voulu faire. Ça renvoie à cette réflexion d'Hannah Arendt. Le pouvoir naît quand les hommes travaillent ensemble. Il disparaît lorsqu'ils se dispersent. Merci de m'avoir écouté.